Donc, la première présentation est à propos de Memoria. Elle va être faite par Ariane Neroulidis, mais Iwona Dudek est ici et pourra répondre aux questions pour les questions qui viendront juste après. Donc, n'hésitez pas, on te laisse la parole. Merci, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, merci déjà pour l'invitation, même si je n'ai pas pu honorer par ma présence. Je vais vous présenter aujourd'hui donc Memoria, qui est un système d'information expérimental donc développé en marge du consortium 3D au sein du laboratoire MAP, donc sous la responsabilité scientifique d'Iwona Dudek, donc depuis un certain nombre d'années, depuis 2014 environ. Donc au départ, il avait été conçu pour répondre aux besoins de notre laboratoire en termes de documentation des ressources produites au sein du laboratoire. Donc, il pouvait s'agir d'un certain nombre de ressources qui peuvent être principalement des ressources numériques, des photographies, des modèles 3D, mais aussi, par exemple, des maquettes physiques. On peut aussi penser à des ressources comme des développements informatiques ou des informations visuelles. Donc, toutes ces ressources s'articulent autour de la thématique de recherche qui est donc notre thématique au MAP, donc à savoir le patrimoine architectural. Donc, malgré tout, finalement, ce système d'information peut s'appliquer par extension à l'ensemble des résultats produits dans le champ des sciences historiques et patrimoniales, et donc, pourquoi pas pour la production de données 3D en SHS. Donc, il s'adapte parfaitement à ce cas-là. Donc, l'objectif du projet, c'était de pouvoir décrire vraiment finement la manière dont les résultats de recherche ont été produits pour pouvoir garantir à la fois la traçabilité et la reproductibilité des résultats. Donc, attention, comme vous allez le comprendre par la suite, il ne s'agit pas d'une plateforme ni de stockage ni d'archivage à long terme des données, contrairement à l'ambition du Conservatoire national des données 3D, par exemple. Ici, on s'attache vraiment à mémoriser les protocoles de recherche et non pas les résultats et les données elles-mêmes. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de le faire en parallèle, mais c'est autre chose qui est proposé ici comme démarche. Donc, en quelques points, les principes clés du projet. Tout d'abord, il va s'agir non seulement de décrire les résultats de la recherche à l'aide de métadonnées, de manière assez classique, vous allez le voir, mais aussi de décrire de quelle manière on est parvenu à ce résultat. Donc là, on va s'appuyer sur des paradonnées. Et enfin, l'intérêt aussi, ça va être en collectant ces données, de pouvoir, qui sont structurées, de pouvoir en faire une lecture comparative et cumulative et de les visualiser. Donc, on va voir ça également. Donc, voici pour les trois principaux objectifs. Et ce que je vous propose, c'est en 3 temps de vous montrer la plateforme. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment on peut documenter un résultat de recherche, donc qui va s'appeler Output dans le système d'information. Donc, il y a un système d'information en anglais. Et donc, on va ensemble, je vais vous montrer donc les métadonnées descriptives qui sont proposées. Dans un deuxième temps, on représentera donc un processus de recherche qui s'appelle Process, donc avec une chaîne d'activité. Et enfin, je vous montrerai rapidement justement ces visualisations d'informations qui peuvent être générées à partir des informations qui sont présentes dans le système d'information, donc jusqu'à présent, bien sûr. Puisque donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est une plateforme qui est un système d'information qui est en cours d'évolution, donc il est abouti, il est fonctionnel, mais il peut bien sûr évoluer, continuer d'évoluer. Donc, je vais poursuivre, vous montrer de quelle manière se présente cette plateforme et on va pouvoir faire ensemble ces quelques manipulations. Donc, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien l'interface Memoria ou pas? Je ne suis pas certaine. Je vais... Envoyer que le transparent. Ouais, je vais procéder une nouvelle fois au partage d'écran. Donc, voilà, directement dans un navigateur. Hein. Donc, les personnes qui ont un compte donc, se connectent. Donc, pour moi, je suis déjà connectée.
Donc voilà comment se présente l'interface Memoria. Donc de manière très visuelle, vous pouvez le voir. Donc la navigation se fait de manière intuitive à travers une métaphore visuelle avec ces pellicules voilà, de photos. Donc nous, ce qu'on va aller voir d'abord, c'est l'output. Donc on a dit, c'est le résultat de recherche qu'on va vouloir décrire. Donc ici, on va pouvoir visualiser tous les outputs qui ont été créés jusqu'à présent. Donc on en a un certain nombre. Et bien entendu, c'est les outputs qui sont créés par la communauté d'utilisateurs. Donc tous les outputs qui sont créés sont consultables, mais non pas modifiables, voilà, seulement par les auteurs, bien sûr. Donc là, on peut aussi effectuer une recherche par titre, par projet ou par auteur pour pouvoir donc filtrer les résultats. Donc si on veut voir les outputs qui concernent l'ANR Sésame, voilà, il s'affiche et il y en a un certain nombre puisque c'est vraiment... avec ce projet, il y a eu beaucoup de tests sur la plateforme qui ont été créés. Donc moi, je vais vous en choisir un que j'avais créé pour vous montrer de quelle manière donc, quels sont les renseignements qui ont été apportés. Donc, je vais ici... Non, pardon. Tac. Donc, voilà. Donc, ici, il va s'agir de la création de GIFs animés, donc de timelapse, qui illustrent les acquisitions photogrammétriques notamment, qui ont été faites dans un corpus de chapelle rurale. Voilà. C'est pour vous donner le contexte. On pourra en reparler par la suite. Donc là, l'idée, c'est je vais vous montrer en fait tous les champs qui ont pu être renseignés. Donc il y a certains champs qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs. On n'est pas tenu de remplir de manière exhaustive. Donc, par exemple, pour cet output-là, donc on doit indiquer un titre. Bon, là, c'est obligatoire. Donc, on indique le titre du produit qu'on est en train de décrire de manière assez explicite, le plus explicite possible. Ensuite, on a un autre champ obligatoire qui sont les auteurs donc, de ce résultat. Donc, il peut s'agir d'individus, mais aussi d'organisations, donc suivant les cas. Donc, on a une liste de personnes qui ont déjà été renseignées, mais évidemment, comme pour tous les champs qu'on verra par la suite, on peut en ajouter de nouveaux. Hein. Ce n'est pas une liste fermée. C'est ensuite, on peut soumettre, par exemple, de nouveaux auteurs. Donc, sur le même principe ensuite, donc là, c'est un champ obligatoire encore pour définir le périmètre de l'output. Donc, est-ce qu'il va s'agir d'une collection? Donc là, c'est le cas puisqu'on a pu répéter ce produit, ces timelapses pour chacun des édifices étudiés, donc c'est une collection. Ou ça peut être la partie d'une collection ou encore un item individuel, donc voilà, qui est unique, on l'a fait une seule fois. Donc ça, c'est pour sizing. Ensuite, on va pouvoir décrire, donc citer les objets physiques qui sont décrits ou représentés dans cet output. Donc ici, il va s'agir d'édifices, donc les fameuses chapelles qu'on est allé relever. Donc sur le même principe, donc on a pu rentrer ces édifices ici, mais il est tout à fait possible de créer d'autres objets supplémentaires. Donc ici, voilà, on peut en mettre autant qu'on le souhaite. On a ensuite un champ, donc on était sur le spatial, maintenant on passe au temporel. Donc on peut indiquer la période de création. Donc par période de création, c'est la création bien sûr de l'output. Donc à quel moment on est arrivé à ce produit. Donc ici, à savoir le timelapse par exemple. Donc ici, on a donné une fourchette large donc en termes d'années, mais ça peut être une date précise, ça peut être une année, voilà. C'est en fonction de la granularité qu'on souhaite donner à donc cette date ou cette période. On a ensuite des informations donc, sur le type de données qui est généré. Donc ici, voilà, on est allé choisir donc image, moving image et still image, puisqu'il y a les deux aspects.
Donc, c'est d'une liste qui est fermée, mais encore une fois, on peut ajouter si on n'avait pas pensé à un type et qui n'est pas présent dans la liste. Et on peut aller encore plus loin avec subtype pour préciser encore plus précisément donc, de quoi il s'agit donc, comme type de données. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin dans la description, encore une fois. Ensuite, on a le champ langue qui ici n'est pas pertinent puisqu'il s'agit d'images ou de vidéos. Donc, on note qu'il n'est pas pertinent. Par contre, donc pour tout ce qui est données textuelles, il peut être intéressant de noter dans quelle langue l'output parle, voilà, quelle langue est indiquée. Alors ensuite, on passe donc à la couverture temporelle de l'analyse cette fois, donc l'analyse qui a suivi la création des données. Donc ça peut être toujours donc un point donné ou un intervalle donc de date, d'année, ou même plusieurs d'ailleurs. On n'est pas tenu on peut revenir plusieurs fois sur une analyse, donc c'est pas quelque chose qui se produit une seule fois. Donc ça, c'est un champ facultatif. La description, donc ça va permettre vraiment de pouvoir donner plus d'informations sur la nature de l'objet qu'on est en train de décrire. Donc un texte court qui est suffisamment explicite pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas de quoi il s'agit pour pouvoir connaître finalement le contenu de la donnée. Ensuite, on a donc une information qui est quand même assez importante donc, sur les formats. En fonction du type de données, on a différents formats qui sont proposés. Donc, on vient sélectionner les formats qui sont celles de la donnée. Donc, voilà. Ensuite, on va voir les logiciels. Donc là, c'est les logiciels qui sont utilisés pour produire l'output. Donc ici, par exemple, on a utilisé un logiciel Adobe Photoshop. Donc on est venu le renseigner, mais on peut tout à fait, pareil, ajouter d'autres outils. La liste n'est pas encore exhaustive. Voilà. Donc ça, c'est pour les logiciels. Ensuite, on a les instruments, non, pas encore les instruments, le système d'exploitation. Le système d'exploitation et aussi la version utilisée. Donc, ça peut renseigner aussi sur dans quel environnement telle donnée a été produite, ce qui peut avoir son importance, évidemment, si elle a été produite il y a un certain nombre d'années avec un logiciel daté, etc. Donc, toute la question de l'obsolescence. Ensuite, on a donc les instruments. Donc cette fois-ci, c'est pour indiquer donc les instruments qui ont servi à produire la donnée. Donc là, on est plutôt sur donc un appareil photo avec un ou des objectifs donc, qui sont renseignés de manière très précise, donc avec le modèle, la marque, etc. Et ensuite, donc l'ordinateur qui a servi à générer telle donnée donc, sur le logiciel, là, cette fois. Donc, on a les instruments qui servent à produire et à visualiser la donnée qui sont répertoriés ici. Donc, on arrive donc au champ lien qui ici n'est pas renseigné. C'est pour ça qu'il est en blanc là autour. Donc, on n'a pas d'URL spécialement ici à renseigner, mais ça peut tout à fait être une adresse pour pointer vers la ressource, justement, si elle était en ligne, enfin les ressources, puisque là, il s'agit d'une collection. Donc, c'est ici que ça devrait apparaître si on le souhaite. Et enfin, donc, on a la localisation, donc au sens physique, donc où se trouve, où est stockée cette donnée, hein, pas archivée forcément. Donc, sur un serveur, sur un disque, voilà, il s'agit de pouvoir le dire le plus précisément possible. Voilà, donc une fois que une ou partie de ces métadonnées sont renseignées, on peut soumettre. On peut également, donc vous voyez là, avec l'icône, ajouter une image qui va illustrer la ressource qui est décrite. Donc là, je ne soumets pas puisque c'était déjà créé, comme vous avez pu le voir. Donc, une fois qu'on a fait ce travail donc, de décrire notre résultat
notre production de la recherche, on peut aller donc dans le process. Donc ça, c'est pour renseigner de quelle manière on a produit cette donnée. Donc je vais pour cela en créer une avec vous pour repartir à zéro. Comme ça, on va voir donc de quelle manière on doit procéder. Donc tout d'abord, on va avoir le choix entre différentes catégories d'activités qui correspondent aux différentes phases en fait, de création d'un objet, donc en partant de la collecte jusqu'à la finalisation. Ensuite, donc, dans chaque catégorie, dans chaque groupe en fait, d'activités, donc là, on va commencer par voir la collecte des données. On va avoir une roue d'activité. Donc, cette roue d'activité, elle se déploie en fait par arborescence. Donc, du terme le plus général, ici, donc field acquisition, jusqu'à des termes plus particuliers, donc de plus en plus particuliers. Bien sûr, voilà, donc vous voyez une partie, mais on peut ajuster la taille de l'écran, etc. Et jouer sur la taille des termes pour avoir un confort en fait, de lecture. Donc, c'est des choses qui sont complètement paramétrables. Donc, voilà. Donc, pour ces termes, donc pour chaque terme, on va avoir une définition qui est associée. Donc, la définition, soit elle s'affiche en survolant le terme, soit directement en cliquant dessus, ce qui peut être plus lisible des fois. Donc, ces termes, en fait, ont tous, bien sûr, été illicités, structurés, décrits un par un. Et on peut retrouver aussi cette liste de termes dans un livre, dans un manuel, un ouvrage donc, qui s'appelle Nomenclature des activités et qui est disponible sur HAL. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait aller voir tous les termes par catégorie et leur définition, ce qui est des fois plus pratique pour savoir vraiment de quel terme on souhaite parler. Donc ici, on va aller par exemple voir du côté de la fouille. Donc en faisant aussi clic droit sur le terme fouille, je fais apparaître aussi les propriétés qui sont disponibles. Donc ce n'est pas le cas pour tous les termes, mais par exemple pour celui-ci, je peux rentrer vraiment dans un détail sur la manière, sur les méthodes qui ont été employées, par exemple pour faire une fouille archéologique. Donc, on va venir sélectionner des termes. Donc, pour en fait sélectionner des termes, une fois qu'on est d'accord sur la manière, tout simplement par un clic. Donc, je viens choisir les termes que je souhaite utiliser pour mon processus. Donc, on vient en prendre comme ça quelques-uns qui sont pertinents, bien entendu. Allez, on va mettre imagerie multispectrale, mais il avait déjà été sélectionné. On met aussi donc acquisition photogrammétrique et couverture photographique. Ensuite, on peut revenir donc à l'écran précédent et venir comme ça, donc dans chaque groupe, sélectionner des opérations. Donc ici, on va être dans le groupe traitement des données, donc qui est ensuite la deuxième étape un peu logique, naturelle, après une étape de collecte. Donc, on est par exemple venu... alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, par exemple, le traitement photogrammétrique. On choisit quelques termes comme ça. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, toujours pareil. Hein. On va pouvoir... rien n'est obligatoire. On peut avoir peut-être aucune activité qui correspond à l'analyse de données. C'est possible. Donc, là, on va dire que on a eu aussi des opérations, par exemple, qui relèvent du modeling, data information modeling. OK. Voilà. Par exemple. Donc là, on est sur un cas vraiment fictif. Ce n'est pas forcément cohérent, mais bon, on suit notre ligne. Ensuite, on a donc tout ce qui va relever de l'exploitation des données. Donc, exploitation des données, on va pouvoir avoir un terme, par exemple, comme l'élaboration d'un modèle 3D géométrique. Donc, voilà, on va prendre que celui-ci pour l'instant.
Et enfin, donc, on arrive à la phase de finalisation du produit. Donc, finalisation, c'est vraiment le produit fini. Donc, par exemple, on peut peut-être que toutes ces actions, c'était pour produire une animation 3D à la fin. Donc, on vient choisir ce terme-là. Et donc, une fois qu'on a pu avoir donc toutes nos activités, on vient valider tout ça. Et on arrive donc sur cette grille de composition qui permet de placer les activités donc, de manière linéaire. Donc, tout simplement, en fait, en glissant, déposant les activités, on peut donc indiquer l'ordre dans lequel elles ont été élaborées, donc, par exemple, comme ceci. Donc ensuite, en sélectionnant les activités, donc ici j'en ai 3, donc indiquer voilà, qu'elles se sont succédées. Mais on peut aussi donc indiquer par exemple le fait que 2 activités ont lieu de manière parallèle. Donc c'est possible d'indiquer cela aussi. Donc là, je viens par exemple, on a déjà utilisé celui-ci, mais ce n'est pas très grave. On peut utiliser la même activité 2 fois, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc ici, voilà, on indique que ces 2 activités ici sont réalisées de manière concomitante, parallèle. Donc voilà, donc là, ça devient un peu plus complexe. On peut également, donc si ensuite on passe ces icônes-là, indiquer par exemple que celles-ci ont été répétées, ou que cette action-là, ici, est itérative. Donc, vous voyez qu'il y a des traits donc, suivants qui s'affichent. Donc, toujours connecter ensuite les activités entre elles. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, on ne va peut-être pas faire toute la chaîne, d'autant qu'elle n'a aucun sens. Donc, l'important, ça va être aussi de signaler à quel moment, en fait, on obtient notre output. Donc, c'est ici par cette icône-là qu'on vient rattacher donc ce qu'on a fait précédemment. Donc, si on est en train de décrire l'output pour les timelapses, on vient chercher ici, donc voilà, ici, il se trouve là. Donc, on dit que effectivement, ce processus correspond à l'élaboration de ce résultat. Donc, c'est ça le principe. Donc, ensuite, il y a d'autres choses. On pourrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc, on ne va pas forcément enregistrer ce magnifique processus. Donc, on le supprime. Et je vais vous en montrer un autre. Enfin, je vais vous montrer un vrai processus donc, qui correspond, par exemple, à l'acquisition des données acoustiques et métriques, donc toujours dans le même projet dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir, donc ça charge un peu quelques instants. Voilà, donc toute la complexité, par exemple, d'une chaîne d'activité. Avec donc des actions qui sont décrites, puisque donc sur chaque icône, quand on vient la survoler, on peut décrire voilà, quelle est la nature de l'opération qui est effectuée. Donc ici, par exemple, la première étape va être la visite de donc, la chapelle, donc de la salle gothique ici en l'occurrence, l'observation, la familiarisation avec l'environnement, etc. Et ensuite, donc en parallèle, on a voilà, des échanges, qu'est-ce qu'on a ici, l'observation de la séquence des activités, etc. Donc, on peut comme ça visiter et pouvoir donc reproduire donc ce processus, puisqu'on a tout le détail en fait de comment on a procédé pour obtenir, par exemple, cette acquisition-là. Donc, ça permet de garder trace en fait de la manière dont on a opéré. Et c'est souvent voilà, difficile de le faire longtemps après, puisque ça demande un exercice aussi de mémoire, de pouvoir se souvenir de toutes les étapes voilà, des instruments utilisés, des personnes impliquées, etc. Donc voilà, c'est un exercice aussi de mémoire. Donc pour terminer, donc, sauf si vous poserez peut-être des questions sur chacun des éléments, on peut voir en fait de quelle manière ces données, donc toutes les données qui sont déjà présentes dans Memoria, peuvent être visualisées. Donc il y a plusieurs entrées, donc pour l'instant qui sont disponibles. Donc l'entrée par individu, ça va notamment permettre, donc de mémoire, donc c'est celle-ci.
Donc pour un auteur qui a... Alors, c'est l'autre que je voulais vous montrer, qui est d'autant plus parlante. Donc, je choisis évidemment un auteur pas au hasard parce qu'il faut avoir quand même un certain nombre de données dans la plateforme pour que ce soit aussi parlant, hein. Plus on en sélectionne et plus le résultat peut vouloir dire quelque chose. Donc là, par exemple, ça permettrait d'étudier l'évolution des pratiques d'une personne, voilà, sur quelles activités elle est le plus présente, en fonction toujours des catégories qu'on était allé voir tout à l'heure. Donc le code couleur reste le même. Donc voilà, est-ce que telle personne est plus impliquée, par exemple, sur des phases d'acquisition, d'analyse, de finalisation des données, etc. Donc au fil du temps, ça permet une analyse chronologique et ça permet voilà, d'avoir un recul aussi sur les pratiques dans le temps qui peuvent être évolutives. Donc, on peut aussi constater la même chose au niveau du projet, par exemple. Donc, ici, on reprend toujours notre projet Sésame, mais je vais vous montrer plutôt celle-là. Donc, toujours avec un... Voilà. Donc là, par exemple, on a tous les individus qui ont été impliqués sur le projet et on peut voir d'un premier coup d'œil sur quelles activités elles ont été aussi sollicitées. Donc pour certains, c'est très clair. On a aussi donc ici les processus et les activités. Donc il y a énormément de détails et donc plus évidemment on a de données, plus ça s'enrichit et c'est plus parlant. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect visualisation et analyse des données. Donc, juste pour terminer, et on pourra passer éventuellement à des questions, donc je vous affiche les liens. Juste un instant pour re-switcher voilà, sur le Keynote. Donc ça, c'est des liens. C'est aussi pour vous indiquer, donc il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et il y a notamment donc, le bac à sable qui permet d'entrer donc, sur l'application lorsqu'on est un peu néophyte, on veut juste tester la plateforme, on n'a pas envie de... Voilà, Memoria est un système d'information. Il y a une vidéo également qui se lance. Hop, donc c'était pour vous dire, voilà, ce bac à sable, il est disponible pour les personnes qui souhaitent, tester la plateforme sans avoir peut-être à remplir toute la complexité des données. Donc, comme un premier accompagnement. Ensuite, vous pouvez trouver, et je ne suis pas sûre que vous voyez de nouveau, je bascule une dernière fois sur le navigateur. Donc là, c'est la vidéo qui s'est lancée. Donc sur le site du projet, je voulais également vous indiquer, donc toujours par rapport aux définitions, à l'effort en fait qui a été fait, vous avez une partie vocabulaire, donc qui va vraiment vous permettre de voir tous les termes qui ont été utilisés pour le système d'information, précisément à quoi il renvoie, parce que quand on n'est pas, voilà, on n'a pas été dans le projet, on ne sait pas forcément à quoi on fait appel. Donc, par exemple, le terme d'output, il est décrit, etc. Idem, donc la nomenclature dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça concerne les activités. Donc là, c'est vraiment un document qui est précieux pour aller voir donc les fameuses icônes ici hein, sur l'arbre, la roue d'activité, pardon, chaque terme à quoi il correspond. Donc on a des définitions, on a aussi des liens. Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir puisque c'est quand même un système qui peut être complexe quand on n'a pas le nez dedans. Voilà. J'espère Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout de la demi-heure, mais c'est aussi pour permettre d'échanger. Donc Ivona est aussi dans la salle pour vous répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et oui, on va prendre le temps d'une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Ah, Sarah. Est-ce qu'il est prévu de mettre ce vocabulaire dans un système de thésaurus géré par OpenTeso, par exemple? Alors, je vais laisser peut-être Ivona répondre, mais effectivement, c'est une question super
au cœur de nos interrogations. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on... Gérer le vocabulaire comme un thésaurus? Ça peut être fait, mais ce n'est pas dans nos priorités. Parce que notre priorité, c'est d'essayer de tester, évaluer ce système pour voir est-ce qu'il est fonctionnel, est-ce qu'on a bien pensé, est-ce que la méthode est correcte. Mais si quelqu'un veut s'occuper à ajouter ce vocabulaire, on n'a rien contre. Oui, ça pourrait être enrichi, ça pourrait être aussi aligné sur d'autres termes, des termes équivalents, hein, même si voilà, il n'y a pas forcément un équivalent pour chaque terme, mais effectivement, il y a un travail qui pourrait être dans ce sens. Ok, ouais, merci. J'avais une question à peu près similaire à celle de Sarah, où je me demandais comment est-ce que c'était géré derrière, si c'était un thésaurus, mais du coup, ce n'est pas un thésaurus. Et ça, voilà. Et alors, une autre question que je me demandais, c'était sur les sorties, sur les outputs. Est-ce que c'est exclusivement de la visualisation, donc de la page HTML, ou avec, je ne sais pas exactement comment c'est géré, les points, ou est-ce que vous avez prévu de faire des enregistrements d'activités qui pourraient, par exemple, être archivés qui pourraient être réutilisés, archivés, stockés autrement que dans Memoria, c'est-à-dire une sorte d'export, je ne sais pas, un XML, et comment est-ce que ce serait écrit, est-ce que vous avez envisagé des sorties de cette intéressante manière d'enregistrer des activités? Encore, ma réponse serait... Non, mais c'est sur les inputs. Donc là, pour répondre à cette question, derrière chaque output, il y a une représentation que vous avez vue là qui est SVG, HTML, mais il y a aussi moyen d'exporter un PDF. Voilà, j'étais en train d'essayer de l'ouvrir. Donc, vous pouvez avoir cette sortie-là, effectivement. C'est clairement un souci. Tout à fait. J'avais aussi une question sur chaque fois qu'on demande aux personnes de documenter soit ses données, soit son travail, etc., comment on incite justement les personnes à utiliser ce genre d'outils pour pouvoir garder trace de toutes ces informations? Comment on incite? On les parle, on fait appel à leur esprit, déontologie, on rappelle. Et après, certains qui... Oui, mais d'abord, il faut s'y mettre, mais après, il faut vouloir documenter, et après, il faut décider qu'est-ce qu'on documente. On ne documente pas tout, on documente comment ça se passe et comment ces systèmes organisés. C'est-à-dire, on ne documente pas chaque pas, chaque chose qu'on produit. Si on arrive à un output, un résultat qu'on considère qu'il est raisonnable à documenter, on les décrit et on essaye de décrire comment on l'a fait. Mais pour ça, il vaut mieux de noter avant. Donc, si on n'a pas l'habitude de documenter notre travail, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Et je ne pense pas que forcer les gens, ça changerait quoi que ce soit. On peut avoir juste des entrées vides, des choses qui ne sont pas vraies. À mon avis, il faut compter sur la volonté des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait. Les processus qu'on peut décrire sont de plusieurs, ils peuvent avoir différentes natures. On peut documenter le processus qu'ils étaient faits, qu'ils ont eu place. On peut documenter un processus théorique, c'est-à-dire un genre de thésaurus. Et on pourra peut-être aussi documenter, pas documenter, mais essayer de prévoir un processus qu'on veut faire en forme de projet. Pour avoir participé justement à cette phase de documentation, c'est toujours la même chose et c'est un peu la même chose qui a été discutée pour l'atelier de métadonnées. C'est au moment quand il faut renseigner tout ça, c'est toujours compliqué. C'est compliqué si on ne l'anticipe pas.
Donc, il y a une phase d'anticipation qui peut forcément qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire savoir dès le début, quand on est sur le terrain, d'avoir une certaine structure pour le faire. Après, comme disait Ivona, c'est de la déontologie, c'est est-ce qu'on a envie de le faire ou est-ce qu'on n'a pas envie de le faire. Après, il y a quand même des instruments qui peuvent être utilisés. L'automatisation qui a été faite dans Altag pour essayer de récupérer un maximum de trucs, c'est aussi quelque chose qui peut être fait à la volée, d'une certaine manière. Et ensuite, on est en train de réfléchir à la façon de créer, par exemple, des templates. Parce que voilà, une activité photogrammétrique, certes, par exemple, elle a toujours une même base. Donc, on pourrait trouver un système de pré-documenter des sortes de templates pour qu'ensuite, pour dégrossir, entre guillemets, le travail, pour faire en sorte que ça puisse être reproductible. Et ensuite, nous, de notre côté, on travaille sur un autre système qui s'appelle Mailmouse et qui est plus basé vraiment sur les acquisitions de données, où en fait, on va intégrer directement dans un QR code tout un champ, des champs de métadonnées qui pourraient, du coup, de manière automatique, nourrir ces phases-là. Donc, dans un QR code, on met déjà qui, quoi, où, comment, pourquoi, et ça pourrait venir pré-nourrir, entre guillemets, toutes ces questions-là et éviter la phase toujours rébarbative de remplir des champs, et de faire en sorte qu'il y en ait le moins qui soit, et qu'il y ait juste notre intellect qui soit mis à contribution au moment où on doit restituer. Et en fait, si on documente, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Donc voilà, il faut arriver à bien jauger.